Bonjour à tous, Jérôme Guibert, je suis maître de conférence à côté là-bas à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle en sociologie. Et donc je travaille sur la question des musiques actuelles, disons avec une approche de sociologie économique depuis ma thèse à la fin des années 90. Et j'ai aussi eu une activité de salarié dans des réseaux et fédérations de musique actuelle, enfin culturelle en général, mais principalement de musique actuelle, depuis le début de ma thèse jusqu'à ma nomination comme maître de conf, qui est arrivée assez tard, parce que c'est arrivé en 2009. Donc pendant 12 ans, j'ai bossé en fait soit dans des associations, soit comme sociologue indépendant. Donc c'est à travers cette expérience que j'ai collecté pas mal de données qualitatives. J'ai fait aussi des entretiens. Alors, quand on parle des activités liées aux musiques actuelles, quand on parle de l'économie des musiques actuelles, on peut en retenir un certain nombre de particularités, notamment par rapport à d'autres modes d'expression culturelle ou par rapport à d'autres disciplines. Et la première particularité, je pense, la plus importante, c'est que les musiques actuelles s'illustrent dans deux domaines, à la fois dans une filière industrielle, avec tout ce qui va concerner justement l'enregistrement, donc la commercialisation de biens, ou justement une logique de droit de propriété. Et donc une première filière qui serait fortement capitalistique, mais dans le même temps une seconde filière qui serait davantage liée au spectacle, qui du coup là emploierait beaucoup de monde, qui serait du coup qui rétablirait aussi un équilibre entre Paris et la province, ou au moins entre l'Île-de-France et la province, puisque la première logique, celle de la filière industrielle, serait davantage, disons, sur Paris et l'Île-de-France. Donc une filière spectacle vivant. Donc une filière spectacle vivant qui, là, inclurait beaucoup d'acteurs entre l'artiste et le public. Quand on voit un concert, par exemple, quand on voit un événement, quand on voit un artiste sur scène avec un public en face, et notamment un certain nombre d'acteurs qu'on pourrait résumer par les différentes étapes de la filière, production, diffusion et lieu de spectacle, ou salle de spectacle, qui correspondent en fait aux différentes déclinaisons de la filière d'entrepreneurs de spectacle. Donc, ce qui fait que, vous voyez, par exemple, la deuxième logique, c'est un spectacle vivant, rapprocherait davantage les musiques actuelles, par exemple, du théâtre ou de la danse, alors que la première logique le rapprocherait, par exemple, du cinéma ou d'autres types d'activités. Donc, ici, on va se concentrer plutôt sur la seconde filière, celle qui va concerner le spectacle, et qui est notamment l'objet de mon dernier livre que j'ai écrit avec un économiste qui s'appelle Dominique Sagot-Duvauroux, qui s'appelle Ça part en live, coédité par le DEPS du ministère de la Culture et puis l'IRMA. Alors, parce que déjà, il y a la crise de l'enregistrement dans la musique a aussi un effet sur l'économie du live, et il y a un peu une redécouverte justement de la seconde partie qui était un peu minorée depuis l'âge d'or, je dirais, de l'enregistrement, c'est-à-dire depuis la fin des années 50 jusqu'à la fin du siècle. Alors, du coup, les effets de la crise sur la filière industrielle se retrouvent dans l'évolution de la musique live, notamment en termes de concentration d'acteurs, de concentration capitalistique. Par exemple, il y a les principaux producteurs de spectacles, les plus gros producteurs de spectacles qui cherchent à racheter par exemple des salles ou à prendre à avoir une mainmise plus importante sur la programmation des festivals. Et aussi on a ce qu'on appelle dans le secteur, mais qui vient donc de la gestion, une terminologie qu'on appelle une logique de 360 degrés, où en fait on cherche un certain nombre d'acteurs cherchent à contrôler les différents types d'activités des artistes. Donc non plus en pensant enregistrement comme activité principale et spectacle comme logique de promotion de l'enregistrement, mais qui pensent diverses activités des artistes comme à chaque fois potentialité de revenus,
que ce soit justement les activités liées au droit à l'enregistrement, à celles liées au spectacle ou celles même liées à des alliances, par exemple, de branding entre des marques et des images de l'artiste. Mais à côté de cette logique de 360 degrés artiste qui est souvent débattue je dirais dans l'économie des musiques actuelles, il y en a une deuxième qu'on met en avant dans le bouquin, qui est celle qu'on pourrait appeler 360 degrés usager, qui là aussi vient d'une stratégie de la gestion, au 360 degrés client, qui partirait plutôt du consommateur, plutôt que de penser l'artiste et toutes les déclinaisons possibles, toutes les potentialités de recettes liées aux activités de l'artiste, on pense plutôt activité de la personne qui va au concert et comment on peut du coup vendre un certain nombre de choses à la personne qui va en concert, par exemple en lui proposant des places ou des services premium en termes de parking, de camping, de restauration ou de potentialité de commander des choses pendant le spectacle, ou même du coup une logique de compréhension de l'activité du spectateur grâce à l'achat de son billet en ligne. Donc du coup avec une importance accrue de la billetterie, de l'activité billetterie, et donc une concentration verticale entre justement les acteurs de la filière, les acteurs investis dans le live et les acteurs du coup investis dans la billetterie, ce qui a amené notamment en 2011 au rachat de la troisième entreprise de billetterie qui est un oligopole, la billetterie en France. Le premier acteur étant la Fnac, donc le second Ticketnet racheté par la majeure du spectacle vivant Live Nation, et le troisième Digitic racheté par Universal, donc Vivendi. Donc, mais une fois qu'on a dit ça, juste pour brosser rapidement le secteur, eh ben, on se rend compte quand on y regarde un peu de plus près que, en fait, à côté de ce dont on parle souvent, donc de ces logiques de stratégie économique par des acteurs privés lucratifs, que en fait la majorité des structures qui sont investies dans les musiques actuelles sont des associations. En fait, par exemple, plus de 98% des festivals sont associatifs. C'est pas le cas dans tous les pays, mais c'est le cas en France. Et même chez les entrepreneurs de spectacle, donc ceux qui détiennent une licence d'entrepreneur de spectacle. Donc il y a à peu près autant d'associatifs que de privés. Et donc, notamment dans la filière du spectacle vivant, dans la filière des concerts, il y a un aspect structurant d'un certain nombre de lieux qui proposent des concerts, et dont plus d'une centaine sont réunis autour d'une fédération qui s'appelle la Fédélima, qui regroupe en fait deux fédérations, la Fédération des scènes de jazz et la Fédé du rock, qui ont fusionné en janvier de cette année. Alors, ils ont un rôle très important pour la stabilisation économique de la filière des musiques actuelles, notamment parce qu'en fait, ils achètent leurs spectacles aux producteurs privés ou aux tourneurs, donc ils permettent, entre guillemets, de financer la production. Ils évitent le fait que les producteurs prennent un risque dans l'organisation des spectacles, puisqu'ils leur rachètent les spectacles, donc ils réintroduisent de l'argent en amont, de la liquidité. Ils assurent en quelque sorte une diversité et un renouvellement des artistes, avec la programmation d'artistes émergents et en développement, qui est liée justement à une activité de programmation soutenue et à un travail avec les associations locales. Par exemple, si ces associations ont un savoir-faire dans certaines esthétiques, il y a un travail entre ces lieux-là et puis donc d'autres associations plus petites. Et puis, ils fonctionnent dans une logique d'économie plurielle, on pourrait dire, puisqu'il y a évidemment une part de privé dans la vente de billets, mais il y a aussi donc des aides d'État et des collectivités territoriales, et il y a donc un tissu de bénévolat et de travail avec d'autres associations. Donc il y a une inscription sur le territoire, et il y a un soutien justement des projets locaux, notamment à travers des activités de répétition, d'accompagnement des artistes, ce qui permet de développer donc un tissu local, de ce qu'on appelle dans la musique une scène locale, et notamment qui fait un peu la jonction entre des fans de musique, des spectateurs et des pratiquants, des musiciens, puisqu'en fin de compte, les musiciens ou les pratiquants, c'est avant tout des fans, et donc du coup, dans cette logique territoriale comme ça, on sort du clivage entre un artiste
voilà, sur un piédestal et à côté des spectateurs qui viennent le voir, pour avoir comme un espèce de tissu croisé ou donc du coup le développement d'une scène. Et on pourrait même dire quelque chose qui est un dossier assez chaud aujourd'hui, mais en même temps qui est réel, enfin je veux dire un dossier qui est fortement discuté par un certain nombre disons de syndicats de producteurs privés, mais en même temps qui est important, c'est qu'ils jouent même un rôle, j'irais, dans la production, alors qu'ils sont exclus, entre guillemets, du partage des bénéfices des artistes qui sont les plus connus. C'est que, en fait, ils ne fonctionnent pas comme des salles vides, ce qu'on appelle les salles garage, utilisées par les producteurs privés directement, puisque, en fait, en développant, en accompagnant les artistes débutants, ou alors en accompagnant les artistes locaux aussi, qui ont déjà franchi une ou deux marches vers la notoriété, ben, en fait, ils aident à la production, par exemple, des tournées. Ils aident à la production des tournées, mais ils y aident sans y être intéressés, je dirais, en cas de... ce qu'on pourrait appeler droit de suite dans d'autres activités, où en fait, ils aident à la production des tournées sans être intéressés au cas où, par exemple, un artiste a une notoriété qui devient importante. Et en fait, ce qui se passe, ben, c'est qu'aujourd'hui, ces lieux qui sont structurants un peu sur tout le territoire français, qu'on pourrait évaluer autour disons, entre 120 et 150, ben, ils ont des problèmes, évidemment, ils ont des problèmes de financement. Et ils ont eu d'abord une première période, je dirais, où ils ont été davantage aidés par les collectivités territoriales, notamment les communes et les régions avec le mouvement de décentralisation. Mais maintenant, en fait, ces aides sont réduites, donc on leur demande de trouver davantage de financement privé. Alors, c'est là où je voulais en venir, c'est que, bon, il y a plusieurs solutions qui peuvent être proposées, notamment augmenter les prix des spectacles, mais augmenter les prix des spectacles, ça va un peu contre le projet artistique et culturel de ces lieux, et ça va un peu contre disons, les argumentaires ou les logiques qui ont fait que ces lieux se sont développés. Et donc il y a une solution qui se développe de plus en plus, enfin qui est une tendance de fond, où j'avais publié un article dans la RECMA, donc justement avec Philippe et nous, sur cette question-là, c'est l'augmentation des jauges. Alors une possibilité serait d'augmenter les jauges, puisqu'on pense que mécaniquement, si on augmente les jauges et que du coup, plutôt que d'augmenter les prix, on augmente le nombre de personnes qui viennent au spectacle, du coup on pourrait faire le pari que du coup les recettes pourraient augmenter. Mais ça pose un certain nombre de problèmes, parce que du coup l'augmentation des jauges amène une augmentation des risques, hein, et également ça a un effet performatif sur la population des artistes qui sont programmés, parce que quand on a des jauges plus importantes, du coup ça veut dire qu'il faut programmer des artistes qui attirent plus de monde, donc attirer des artistes qui programment plus de monde, ça veut dire programmer moins d'artistes justement qui viennent du territoire local ou qui sont liés à la proximité locale. Et puis également, l'augmentation des jauges amène une augmentation des frais, donc ce qui amène en fait une évolution progressive des statuts juridiques en fait de ces structures, puisque on pourrait dire il y a une dizaine d'années, quasiment 100% d'entre eux étaient associatifs, mais maintenant il y en a du coup qui se rapprochent d'une logique institutionnelle publique, et notamment avec des EPCC. Donc du coup il y a une recherche d'excellence, voilà, une recherche de labellisation, ou alors une recherche de travail avec des producteurs privés sur des artistes plus connus. Donc du coup la liaison avec le territoire du coup, est moins grande. Une autre difficulté pour ces lieux aujourd'hui, alors que les contraintes budgétaires augmentent, c'est la gestion des ressources humaines, puisqu'en fait on a eu une augmentation de la masse salariale dans le temps, du coup une augmentation des équipes, mais comme le secteur est jeune, on n'avait pas pensé, comme les gestionnaires l'ont formulé, c'est sur les effets pervers qui peuvent arriver quand on passe notamment au-dessus de 5 salariés, alors qu'avant on fonctionnait un peu par une circulation des informations comme ça de manière un peu informelle. Donc du coup, il y a un certain nombre d'effets qui ne sont pas pensés, et notamment concernant les organigrammes de ces lieux, et également le rapport entre justement les salariés et les bénévoles, la question de la militance, la question du projet artistique et culturel. Voilà, donc, et puis une dernière chose, c'est que en plus, l'augmentation des prix fonctionne encore moins quand il y a une augmentation des jauges, puisqu'on se rend compte que
aujourd'hui, il y a une augmentation des prix de vente des artistes par les producteurs privés auprès de ces lieux, mais cette augmentation des prix de vente aux lieux, elle s'effectue sur les artistes les plus connus. Donc moins les artistes sont connus et moins il y a d'augmentation relative de prix de vente des artistes auprès de ces lieux. Donc augmenter les jauges veut dire augmenter le prix d'achat des artistes. Et donc, ça veut dire que mécaniquement, l'effet qu'on pourrait gagner du point de vue du nombre de ventes de billets donc, ne se fait pas. Et donc, dernier élément que je voudrais donner, donc plutôt de perspective, c'est que une manière d'évoluer pour ces lieux-là, bah, ce serait d'augmenter la coopération entre les acteurs, d'augmenter la coopération en réseau, et parce que du coup, il y a une visibilité face aux plus gros acteurs qui se fait quand on parle d'un point de vue collectif plutôt que de parler d'un point de vue individuel. Et en fait, ces lieux-là, depuis leur création, bah, ils ont une culture justement du travail collectif qui leur permet justement de développer une visibilité. Alors, j'ai notamment travaillé là-dessus pour un article dans Sociologie pratique en 2011 sur la question de l'observation participative et partagée, comme l'appellent ces lieux. L'idée, c'était de développer un certain nombre de données. Ça fait un peu référence à l'introduction qui nous a été donnée, puisque, en fait, avec les demandes d'évaluation, les demandes de chiffrage, en fait, le secteur de la culture est un secteur qui du coup, ne proposait pas beaucoup de chiffres. Et donc, l'idée de ces lieux, ça a été, du point de vue de leur fédération, de produire eux-mêmes de la donnée, mais de produire de la donnée de manière coopérative, c'est-à-dire que les acteurs eux-mêmes participent au questionnaire, donc à la fois à l'élaboration du questionnaire et à la remontée des données, ce qui permet en agrégeant ces données bah, de donner de faire apparaître dans l'espace public un certain nombre d'éléments pour montrer en fait l'importance de ces lieux. Et ça a même permis au moment justement où l'État par exemple demandait à avoir demander qu'un certain nombre d'indicateurs soient rendus visibles, ben, ça a permis à ces lieux de gagner un peu en indépendance face aux injonctions, je dirais, des autorités publiques, parce que du coup, ça leur a permis d'avoir créé un certain nombre d'indicateurs ou de pouvoir renseigner ou de pouvoir répondre en fait aux requêtes des financeurs publics. Et puis, en fait, la prise de parole, donc voilà, la prise de parole collective a permis aussi de mettre en avant un certain nombre d'effets pervers face aux pressions justement des mouvements de concentration qui s'opéraient dans le secteur. Il y a aussi d'autres perspectives comme celle de l'internationalisation justement de ces mouvements-là, avec la création au niveau européen, avec ce qu'on appelle le Live DMA, d'une confédération justement des fédérations de ces types de lieux qu'on trouve en France, mais qu'on trouve aussi en fait dans d'autres pays, même si elles n'apparaissent pas forcément visibles. Donc du coup, entre les Français, les Espagnols, les Belges flamands, les Hollandais, les Danois, etc. Donc il y a, et notamment la production de la donnée et la comparaison de la donnée, c'est un élément justement de coopération importante au niveau européen. Et puis il y a aussi une inscription dans les réseaux de l'économie sociale et solidaire qui n'était pas forcément constitutive justement de la naissance de ces projets-là, mais en fait qui se développent avec notamment l'intégration d'un certain nombre de fédérations dans des CRES au niveau des régions. Bon, je pense que je vais en rester là, ce panorama.